87% des entreprises qui font plus de 100 millions de dollars de revenus sont non cotées en bourse. Donc le seul moyen d'y investir, c'est d'investir en faisant ce qu'on appelle du private equity. Il y a des experts de l'investissement. Ce sont des experts qui passent la journée à éplucher des entreprises qui ont fait des dizaines, voire des centaines de deals. Passer par ces experts permet de réduire significativement le risque. Bonjour à tous et bienvenue dans Garder le Cap, le podcast qui te parle d'investissement et de patrimoine sans filtre. Je m'appelle Aldric Morin et je suis le cofondateur de Clipper Capital, un cabinet de gestion privée. Dans ce podcast, je vais accueillir des invités d'horizons différents et ensemble, nous allons parler d'investissement. Mon objectif, c'est de te montrer que d'investir bien et intelligemment est à la portée de tous. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons parler de private equity. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Édouard Leurent. Édouard est le directeur général d'Opale Capital, qui est une société spécialisée dans l'accompagnement des particuliers pour investir en private equity et plutôt dans du private equity haut de gamme. Alors bonjour Édouard, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Aldric, merci à toi. Avant d'échanger sur le private equity, puisque là l'idée c'est vraiment qu'à la fin de cet épisode, nos éditeurs comprennent vraiment tout ce qu'il y a à comprendre sur le private equity. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours qui t'a amené à travailler chez Opale Capital aujourd'hui? Bien sûr. Édouard Leurent, je suis directeur général adjoint d'Opale Capital. Opale Capital, on est une filiale du groupe Tikehau Capital. On a été lancé en 2023 commercialement, D'accord. avec une double vocation. La première, c'est de faire de la sélection des fonds de private equity, de dette privée, etc., qu'on va considérer comme les meilleurs pour les années à venir. Et une fois qu'on a fait cette sélection, la deuxième vocation, c'est de les rendre disponibles pour les investisseurs particuliers à partir de 100 000 euros. Ok. Et pour expliquer mon parcours, comment je suis arrivé là, j'ai grandi dans le Nord. Ensuite, j'ai fait une école de commerce à Paris. J'aimais beaucoup la finance et j'ai rejoint une banque d'affaires en sortant. C'est une banque d'affaires qui s'appelle Merrill Lynch. Ok. J'étais en fusion-acquisition. Dans ce cadre-là, j'ai beaucoup travaillé pour des fonds de private equity, tant pour acheter certaines de leurs participations que pour les revendre. Ensuite, j'ai rejoint un cabinet de conseil en stratégie. Là, j'ai encore beaucoup bossé pour des fonds de private equity, mais sur les due deals stratégiques, c'est-à-dire quel plan de développement on met en place dans les participations pour les développer et en espérant les revendre avec une plus-value importante. Et j'ai rejoint Opale Capital il y a 3 ans. Le projet était à son lancement. On verra plus tard que il y a des raisons réglementaires qu'on a pu ouvrir cette classe d'actifs aux particuliers. Ok. Tikehau, via Opale Capital, a voulu en profiter. Ok, très clair. Alors, on entend beaucoup parler de private equity. Est-ce que tu peux définir déjà ce qu'est vraiment le private equity? Ouais. Alors le private equity, c'est le fait d'investir dans des entreprises qui sont pas cotées en bourse. À la D'accord. différence d'investir, dans un ETF ou dans une entreprise du CAC 40, là, vous investissez dans des titres d'entreprises cotées. Là, on est sur des entreprises non cotées. Heu, on De prime abord, on peut se dire: «Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme ça?» Un indicateur, aux États-Unis, 87% des entreprises qui font plus de 100 millions de dollars de revenus, donc Ok. des très grosses entreprises, plus de 87% de ces entreprises sont non cotées en bourse. Donc le seul moyen d'y investir, c'est d'investir en faisant ce qu'on appelle du private equity. Et donc, à l'opposé, ça veut dire que investir uniquement en bourse, vous investissez que dans 13% de l'économie. Mmh. Vous Ça veut dire que vous n'avez pas accès à des sous-secteurs qui peuvent surperformer et ça veut dire que d'un point de vue diversification de vos investissements, vous êtes assez limité. OK. Donc en effet, le private equity, c'est pas juste investir dans la start-up de son cousin qui vient d'être montée. C'est vraiment des entreprises aussi qui peuvent être très matures, avec plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, avec plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui, complètement. Il y a différentes stratégies au sein du private equity. Il y a certaines stratégies qui consistent en effet à investir dans des entreprises pas rentables. C'est notamment des startups et c'est du venture capital, on en parlera après. Hem, En revanche, la plupart des fonds, en tout cas qui sont proposés par Opale Capital, D'accord? vont être sur des stratégies beaucoup plus matures, pour des entreprises beaucoup plus matures, sur lesquelles les business models sont avérés, les marges sont très élevées et ce que vont faire les fonds, c'est pas un pari sur est-ce que l'entreprise va fonctionner? Mmh. C'est l'entreprise fonctionne déjà et comment je démultiplie la croissance en apportant de l'expertise opérationnelle pour justement la développer. Alors justement, vu que le champ d'action du private equity, il est très large, est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair en découvrant peut-être les différentes stratégies qui existent pour investir en private equity? Bien sûr, la première, alors il y a différentes stratégies en fonction de la maturité des entreprises.
Une entreprise, quand elle se crée, au début, elle va chercher à faire de la croissance. Son business model va pas être complètement abouti et donc elle va avoir des marges négatives. Là, la stratégie d'investissement associé, c'est la stratégie de venture capital ou capital risque. Le principe d'un fonds de venture capital, c'est d'acheter une vingtaine d'entreprises, en faisant un pari sur l'équipe, sur, le secteur, sur, l'idée. OK. Ça, c'est en espéré, hein, c'est la cible. Ouais, bien sûr. Et en fait, finalement, les 5 à 10 qui vont faire 5 à 10 fois vont, d'une certaine manière, payer la casse des 60 qui OK. vont, pas s'en sortir. Et donc, d'un point de vue investisseur, c'est risqué parce que si jamais le fonds trouve pas les 5 à 10 Ouais, c'est ça. ça paye pas la casse Ouais. et donc c'est l'ensemble du fonds qui va sous-performer. Et alors du coup sur le venture, capital, comme tu le dis, si jamais il y a pas ces «pépites» entre guillemets qui te permettent de faire, x10, x20, en fait la rentabilité du fonds va, être potentiellement négative? Complètement, OK. complètement. C'est d'où le risque, en fait, lié à cette stratégie. C'est, de s'assurer, et on le sait jamais à l'avance, Mmh. de s'assurer de tomber sur une pépite. C'est pour ça que nous, d'un point de vue, on va dire, investisseur, la stratégie de venture capital, c'est une stratégie que, pour l'instant, dans notre offre, on ne l'a pas proposée. OK. Et on voit, fleurir pas mal de sociétés qui proposent justement à des particuliers d'investir dans ce type de société. Ça, tu en penses quoi? Parce que j'ai l'impression que, la promesse, c'est de dire justement si tu investis en early stage, bah, tu vas pouvoir faire ton x10, x20, x50. Tu vas investir dans le futur, Airbnb ou le futur Facebook. Mais avec ce que tu nous dis, il y a quand même une casse qui est très importante. Bah, comment est-ce que, tu perçois ce type de plateforme et d'investissement, en private equity? Alors, je pense que de manière générale, même pas que un venture capital, OK. je pense que le fait d'investir en direct dans des entreprises, Mmh. heu, est très risqué. OK. Pourquoi? Parce que de fait, pardon, quand je dis dans des entreprises, de private equity, enfin des Ouais. entreprises non cotées. OK. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'informations sur les entreprises non cotées, par D'accord. définition. Elles sont pas, tenues aux mêmes obligations réglementaires que dans des entreprises cotées. Et donc, comme vous avez beaucoup moins d'informations, c'est plus du pari finalement, d comme investissement plutôt que, vraiment une décision patrimoniale. OK. Et donc, il y a des experts de l'investissement, ce sont les fonds, enfin les gérants de fonds de venture capital, les gérants de fonds de private equity et cetera. Mmh. Hem, Ce sont des experts qui passent la journée à éplucher des entreprises qui ont, fait des dizaines, voire des centaines de deals. OK. Ça a une vraie valeur. Et justement, passer par ces experts permet de réduire significativement le risque. OK. Le fait de pas passer par ces experts, c'est plus du pari, c'est un peu du casino. Et pour qu'on les retrouve sur ce type de plateforme, c'est justement que ces experts-là, a priori, soit ils sont passés à côté de la future, pépite qui va faire, x20, soit justement que c'était pas forcément, dans les critères de sélection, pour ces, top fonds, qui investissent en venture capital, quoi. C'est sûr que les top fonds de venture capital Mmh. sont complètement inaccessibles pour les investisseurs particuliers et même pour la plupart des investisseurs institutionnels. D'accord. Heu et ces top fonds, c'est ceux qui vont investir dans OpenAI, par exemple. Mmh. Pour y avoir accès, il faut mettre un ticket de 20 millions d'euros. D'accord. Ils veulent pas d'investisseurs en dessous de 20 millions d'euros. Et même si vous avez 20 millions d'euros, il faut pouvoir prouver que vous allez pouvoir investir 20 millions d'euros sur plusieurs millésimes. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vraiment pour dire que on va dire les entreprises qui ont le plus de potentiel, Mmh. malheureusement, elles sont très difficiles d'accès et vous les retrouverez pas, on va dire, sur OK. l'étagère. OK, super. Donc ça, c'est pour la partie, venture capital. Oui. Et après, c'est quoi le second, stage Mmh. de l'investissement en private equity qu'on peut retrouver? Donc là, on était sur les startups, OK. entreprises en très forte croissance, mais pas encore de rentabilité. Mmh. Si on passe à l'étape d'après pour une entreprise, croissance de fait un peu plus faible, mais on est toujours sur des croissances qui peuvent être à 20 par exemple par an. Hem, mais en revanche, rentabilité. Cette deuxième étape, c'est le growth buyout. OK. En anglais, en français, capital développement. Le, donc on le f Pour un fonds de growth buyout, l'objectif, c'est d'investir dans des entreprises en croissance rentables, avec un effet de levier modéré. OK. C'est-à-dire, on va dire, un montant de dette faible quand il va acheter l'entreprise, à la différence du LBO qui est l'étape d'après dont je parlerai ensuite. D'accord. Ce que va faire un fonds de growth buyout pour la développer l'entreprise, c'est faire de la création de valeur opérationnelle. OK. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, c'est une, heu, une expansion géographique. C'est, le lancement de nouvelles lignes de produits, c'est une réorganisation de l'entreprise,
et donc une optimisation des marges, ça va être de la digitalisation. Vous voyez, c'est vraiment rentrer au sein de l'entreprise, souvent avec des experts opérationnels pour, démultiplier la croissance. OK. C'est une stratégie qu'on aime beaucoup, le growth buyout chez Opal Capital, Mmh. parce qu'on pense que les performances passées des fonds de growth buyout, quand elles ont été internalisées par les fonds, je veux dire cette création de valeur opérationnelle, quand elle est internalisée par les fonds, elle nous paraît réplicable dans n'importe quel «contexte» entre guillemets, et notamment on verra sur le private equity, il y a eu un gros changement de macrocycle autour de l'année 2022 où, il y a eu une hausse assez spectaculaire des taux. Je pense que beaucoup d'investisseurs Ouais, en bien ont sûr. entendu parler, et pour le private equity, on a changé de macrocycle. On était sur un macrocycle de taux, bas ou baissier, Mmh. et depuis, l'année 2022, on est passé dans un macrocycle de taux haut ou haussier, OK. et ça change les fondamentaux. En revanche, pour le growth buyout, ça change moins les fondamentaux puisqu'ils utilisent peu d'effets de levier, et cette création de valeur opérationnelle dont je parlais précédemment, elle est réplicable même dans un nouveau macrocycle économique. On a juste un pardon, je finis. On Ouais, a juste vas-y. un tout petit biais sur cette stratégie de growth buyout, c'est qu'on aime des acteurs, des fonds qui vont être spécialisés au sein de secteurs en question. OK. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le private equity, il y a comme je disais, c'est un miroir de l'économie réelle, Mmh. et donc il y a des centaines de secteurs différents, voire des milliers de sous-secteurs différents. Et en fait, on veut avoir des fonds qui vont être spécialisés dans des sous-secteurs qui sont porteurs sur les 10 prochaines années. On va en parler ensuite, mais investir dans un fonds de private equity, c'est s'engager sur 10 ans. Ouais. Et donc, si vous n'êtes pas sur un secteur qui est porteur, mais pas à 1 ou 2 ans, porteur à 10 ans, vous vous exposez à un investissement qui peut être moins performant. Ce qu'on appelle les méga tendances, Exactement, c'est OK. exactement ça. On veut justement des fonds qui sont portés par des méga tendances. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est une fois donc par exemple, la santé. La santé, avec le Mmh. vieillissement de la population, bah, la méga tendance, elle est là. Ouais. Le, on veut un fonds qui va être spécialisé dans la santé. Ça veut dire qu'il a en interne les experts pour faire la création de valeur opérationnelle dans la santé. Ça veut OK. dire que dans son équipe d'investissement, il va y avoir des anciens médecins, des anciens laboratoires pharmaceutiques, et cetera, donc qui ont eu l'habitude de, mettre en place les leviers de croissance dans les entreprises. Donc s'ils l'ont fait 20 fois et que ça a marché, ben, on ose espérer que s'ils doivent encore le refaire 10 fois, ça va encore marcher. Et c'est justement ça une des grandes différences avec le venture capital, c'est que la recette, là, pour le coup, elle peut être réplicable, dans le temps, alors que dans le venture capital, il y a toujours quand même une part d'aléa, de savoir si même, les meilleurs fonds de venture capital vont toujours avoir millésime après millésime, cette fameuse pépite qui vient, éponger, les pertes et donner la performance du fonds, quoi. Exactement. Comme le, le business model n'est pas encore rentable en venture capital, Mmh. le risque est énorme. OK, Là, on est sur des business models éprouvés, avec des d'accord. marges d'EBITDA qui vont être, souvent supérieures à 10 voire 20. OK. Heu, on est sur des entreprises qui vont très bien, Mmh. et la difficulté pour un fonds de growth buyout, c'est certes évidemment, il y a toujours une difficulté à la développer, à démultiplier la croissance, mais souvent la vraie difficulté, c'est de rentrer au capital de l'entreprise. Si l'entreprise, elle est en croissance, qu'elle va très bien, qu'elle est dans un secteur porté par une macro tendance, elle a pas intérêt à faire rentrer un fonds. Puisqu'elle a pas besoin. Enfin, Et l'actionnaire va se dit: «Bah, j'ai pas besoin de faire rentrer un fonds». et pourquoi elle le ferait alors? Mais alors c'est la bonne question, et c'est là où les fonds vont être capables de démontrer leur valeur ajoutée, puisqu'ils vont souvent, montrer qu'ils ont une expertise dans le secteur en question, qui peuvent, par exemple, si, sur une entreprise similaire, une, entreprise qui est basée en Europe, elle sait qu'elle a besoin de s'ouvrir aux États-Unis. Mmh. Si un fonds lui dit: «Bah, nous, pour, vos concurrents ou des entreprises similaires à vous, on a ouvert les États-Unis 3 fois, on OK, connaît tous les bons acteurs, toutes les OK. normes, et on vous apporte l'argent pour le faire», l'actionnaire peut se dire: «Même si ma boîte va très bien, en fait, je pourrais démultiplier la croissance en ouvrant le marché des États-Unis», et donc ça peut valoir le coup. Ouais. Souvent, c'est de la négociation longue de la part des gérants de fonds de private equity. On travaille avec des fonds, ils nous disent qu'ils mettent entre 6 mois et 6 ans, D'accord. de négociation avec l'actionnaire, souvent CEO, de l'entreprise, avant d'y rentrer. OK. Tu as un exemple concret justement d'une entreprise, qui comme ça, allait plutôt bien, se développait bien et le fait qu'il y ait un fonds de private equity
qui rentre à son capital lui a permis vraiment d'exploser sa croissance? Tout à fait. Je vais prendre une marque que tout le monde connaît, OK. enfin tout le monde. Je pense que beaucoup de monde en tout cas vont connaître, OK. Birkenstock. Ouais. Birkenstock, c'est en 2021, c'était, une entreprise bicentenaire de sandales orthopédiques allemandes. OK. Aujourd'hui, c'est, un des fleurons de la mode, pour les chaussures. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, en 2021, L Catterton, qui est le fonds de private equity, le bras armé, on va dire, de la famille Arnault de LVMH, a racheté, heu Birkenstock. OK. Hem, En 3 ans, ce qu'ils ont fait, c'est un revirement, on va dire, du branding, Mmh. une démultiplication de l'expansion géographique et enfin, un changement de la stratégie de distribution pour être beaucoup plus direct to customer. Avoir leur propre boutique, c'est ça? Exactement, OK. exactement. En faisant ça, ça a démultiplié la croissance. Ils ont évidemment profité de toute l'expertise, de toute la connaissance de la création de valeur opérationnelle de marque du groupe LVMH. OK. En Birkenstock s'est fait coter en bourse en 2023, donc 2 ans après. Mmh. On a un des fonds qu'on a sélectionné qui s'appelle Lexington qui avait investi dessus. OK. En 2 ans, à peu près 2 ans et demi, entre 2021 et 2023, ils ont fait un multiple de leur investissement de 3,7 fois. D'accord. Donc c'est là où on voit les belles histoires Mmh. qu'on peut faire en private equity, mais très proche de l'économie réelle. Birkenstock, tout le monde connaît et tout le monde imagine, en fait, les leviers de création de valeur qui ont pu être mis, en place pour la développer autant. OK. Très clair. Alors tu as abordé à un moment donné le LBO. Mmh. Ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, cette manière, d'accompagner des entreprises, en private equity? Complètement. Donc, si on reprend les différents stades de maturité d'une entreprise, je parlais des startups qui sont financées par des fonds de venture capital ou capital risque. OK. Puis ensuite, les, entreprises, en croissance et rentables financées par des fonds de growth buyout. Je passe ensuite aux entreprises plus matures, Mmh. avec une croissance moindre, mais une maturité mais souvent, une rentabilité assez forte, qui vont là être financées par des fonds de LBO ou leverage buyout. OK. La différence avec les fonds de growth buyout dont je parlais précédemment, c'est l'effet de levier qui va être mis pour acheter les entreprises. Les Donc la fonds dette. Exactement, la dette. Les fonds de LBO mettent en moyenne entre 5 et 7 fois l'EBITDA, donc la marge opérationnelle, en effet de levier, quand des fonds de growth buyout mettent 3 fois l'EBITDA en effet de levier. Donc grosso modo, un fonds de LBO met 2 fois plus de dette qu'un fonds de growth buyout en moyenne. OK. C'est une stratégie, qui est hyper intéressante, Mmh. sur lesquelles, nous on a préféré attendre, avant de se positionner quand on a lancé l'offre, d'Opale en 2023. Parce que c'est une stratégie qui est très impactée par la hausse des taux, le changement de Ouais, bien entendu. macrocycle économique dont je parlais précédemment et donc sur lesquels on est plus prudent avant de se positionner, mais sur laquelle les fondamentaux nous paraissent quand même, très intéressants. Alors tu as un dernier segment, mais je crois qu'il est assez minoritaire, mais c'est ce que j'appelle le private equity, Bernard Tapie. C'est celui du retournement. Ça, comment est-ce que ça fonctionne, en 2 mots, ce type d'investissement, Donc là, le capital retournement, c'est pour les entreprises qui vont mal. OK, voilà. On n'est plus du tout sur la typologie des entreprises précédentes. Là, on est sur les entreprises qui vont mal. L'objectif du fonds, ça va être d'essayer d'épurer l'entreprise pour lui redonner, les, les leviers lui permettant de retrouver la croissance. OK. Et quand je dis épurer, ça veut dire souvent, enlever un grand nombre de coûts, mais ça veut dire, revendre des actifs stratégiques, ça veut dire, devoir licencier une partie des équipes et cetera. Mmh. Ce, capital retournement, nous, c'est une stratégie d'investissement qu'on trouve pas forcément adaptée pour les investisseurs particuliers et donc qu'on propose pas pour l'instant. OK, Et de d'accord. fait, c'est aussi très risqué. Je OK. pense que tout le monde Ouais. l'imagine. OK. Alors, jusqu'à présent, le private equity, c'était, vraiment réservé aux institutionnels. Comment t'expliques que, cette classe d'actifs, elle se soit, ouverte, assez fortement maintenant aux, particuliers, à la cible retail? Alors, 3 raisons. La première, c'est réglementaire. En OK. fait, en France, avant la loi Pacte, on pouvait investir dans un fonds de private equity en mettant 1 million d'euros. OK. Depuis la loi Pacte, on peut investir dans un fonds de private equity à partir de 100 000 euros, voire moins.
Donc il y a eu ce changement réglementaire en France, mais en fait, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou même en Allemagne, on pouvait investir dans des fonds de private equity bien avant et on voit que le portefeuille moyen des investisseurs américains ou des investisseurs, anglais en private equity est beaucoup plus élevé qu'en France. C'est Mmh. normal, il y a un rattrapage qui est en train de s'effectuer. Donc la première raison, réglementaire. Deuxième raison, la digitalisation. OK. En fait, pour investir dans un fonds, nous, quand on investit dans des fonds de private equity, on doit remplir des bulletins de souscription. Ils font à peu près cette taille-là en papier. D'accord. On se fait éplucher dans tous les sens et si jamais il fallait remplir ces bulletins de souscription papier pour faire investir des investisseurs particuliers, personne à 100 000 €, i la chaîne de valeur serait absolument pas rentable et donc personne ne le ferait. OK. Donc il y a eu, suite à la loi Pacte, il y a eu des besoins de digitalisation et c'est pour ça qu'à Opale Capital, une de nos missions, c'est de rendre, accessible l'investissement, tant en réduisant le ticket, mais aussi en digitalisant complètement le processus de souscription. OK. Troisième raison, qui est la dernière et qui est peut-être, qui est particulièrement importante, c'est l'accès. En fait, les grands fonds, les meilleurs fonds de private equity, ont des tickets minimums extrêmement élevés, 10, 20, voire 100 millions d'euros pour certains et D'accord. au-delà de ce ticket minimum, pour investir dedans, ils sont sursouscrits. Ils OK. sont sursouscrits pourquoi? C'est qu'en fait, un fonds va avoir une taille cible de lev pour lever de l'argent et une fois qu'il dépasse cette taille cible, il s'arrête. Pourquoi? Si je reviens à mon exemple de tout à l'heure sur des secteurs de niche. En fait, un fonds, c'est très bien qu'au sein du secteur, il y a pas non plus un nombre d'opportunités infini Mmh. et donc s'il veut pouvoir être discipliné et s'attacher aux meilleurs dossiers au sein du secteur de niche, il peut pas lever autant d'argent qu'il reçoit et D'accord. donc de fait, il a une taille cible et il va pas dépasser cette taille cible et donc les meilleurs fonds sont sursouscrits, c'est-à-dire qu'ils dépassent il y a plus d'investisseurs qui veulent investir dedans que de places qu'ils ont au sein de leur poche et donc il faut négocier des accès très difficilement pour, pouvoir les proposer et D'accord. donc nous, Opal, on arrive à avoir, accès à des grands noms, hein. On a du KKR, du Lexington, du Blackstone et cetera. Heu, on profite en fait de notre, actionnaire qui est le groupe Tikehau Capital pour avoir OK. ces accès. OK. Très clair. Alors, justement, elle se développe aussi cette classe d'actifs parce que si on se concentre vraiment sur le gros buyout qui est, le cœur de cible de l'offre d'Opale Capital, il y a quand même une surperformance globale de ces fonds-là par rapport, au marché. Comment est-ce que tu expliques que ce soit une classe d'actifs qui soit aussi rentable par rapport à ce qu'on présente habituellement, comme, la chose la plus rentable, à savoir investir sur les marchés, financiers et marchés cotés? Alors, je vais répondre, en 2 parties. La première partie, c'est, expliciter la surperformance du private equity OK. par rapport au marché coté. Si on prend les chiffres de France Invest, qui est l'un des grands acteurs qui fait des études sur, le non coté, Mmh. on voit que capital investissement, en moyenne sur les 10 dernières années, fait, en moyenne, à peu près 12,5 de performance annuelle. OK. En comparaison, les marchés cotés font et le CAC 40, dividendes réinvestis, c'est important, Mmh. fait 9. On voit déjà une surperformance d'un tiers sur le private equity en moyenne par rapport au marché coté. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment, comment surperforment les meilleurs fonds de private equity. Donc OK. et là, on se rend compte, encore une fois, c'est les chiffres de France Invest, on voit, que le premier quartile de fonds de private equity, ré Premier quoi? 1 Quartile? quartile, ça veut dire les 25 de fonds qui les plus performants au sein du capital OK. investissement. Les meilleurs 25. Exactement. Eux font à peu près, 24 de performance annuelle. Donc D'accord. en moyenne, on était à 12,5. Sur les 25 les meilleurs, on est à 24 de performance annuelle. OK. 24 en comparaison aux 9 du CAC 40. Mmh. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une surperformance du non-coté sur les 10 dernières années et donc ça, les chiffres de France Invest sont en France sur les 10 dernières années. En réalité, quand on regarde toutes les études, on voit que c'est le cas partout dans le monde et d depuis 40 ans. OK. En fait, sur, on va dire, tous les cycles économiques, ça a été le cas. Pour ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est pourquoi? Et Mmh. finalement, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce Oui. que c'est structurel? Parce que c'est ça qui intéresse les Mmh investisseurs. mh. C'est est-ce que il faut investir dans un fonds de private equity ou pas? On pense chez Opal,
c'est personnellement aussi ma conviction, que c'est structurel. OK. Que le private equity a des avantages comparatifs pour développer les entreprises par rapport aux investissements cotés. La première raison pour laquelle c'est structurel, c'est l'alignement d'intérêts. En fait, une équipe de gérants d'un fonds de private equity va investir significativement dans son fonds de private equity. D'accord. Ensuite, le fonds de private equity va acheter des entreprises et les entreprises, ce qui va être demandé à toutes les personnes du management clé de l'entreprise en question, c'est d'investir personnellement dans leur entreprise, OK. via ce qu'on appelle des management packages. Mmh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, quand vous investissez dans un fonds de private equity, vous êtes vous avez un alignement d'intérêts entre l'équipe de gérants du fonds et le management de l'entreprise en participation. Et finalement, la personne qui prend des décisions au jour le jour dans chaque boîte, elle a les mêmes intérêts que vous. OK. Ça, c'est un des leviers fondamentaux de création de valeur au sein du private equity. C'est le premier. Le deuxième, c'est il y a une maîtrise beaucoup plus forte de la part des gérants de fonds, par rapport à enfin des gérants de fonds de private equity par rapport à des gérants de fonds cotés. OK. La première maîtrise, c'est, la maîtrise de l'information. Quand un fonds de private equity veut acheter une entreprise, il va faire en amont ce qu'on appelle des due diligence. Les Mmh. due diligence, c'est, finalement des audits, des diagnostics extrêmement poussés de l'entreprise. Il va s'appuyer sur des experts, sur des avocats, sur des consultants et cetera, pour comprendre en détail ce qu'il y a dans l'entreprise qu'il veut acheter. Et je vous donne, un exemple, ce que peut faire le fonds de private equity avant d'acheter, c'est dire: «Bah, votre entreprise, elle a l'air hyper intéressante, sur le papier, tous les chiffres financiers sont bons, mais, heu, est-ce que je peux avoir, la liste des 10 principaux clients? Et est-ce que Mmh. ces 10 principaux clients, je peux avoir les contrats?» Et en gros, si on est sur des imaginons qu'on est sur des contrats à 10 ans et que vous vous rendez compte que sur les 8 principaux clients, tous les contrats à 10 ans s'arrêtent dans 6 mois. Mmh. Bah, le fonds de private equity peut dire: «Bah, soit vous me relancez les contrats avant que j'achète, soit si vous acceptez pas de le faire, j'y vais pas». Mais donc il peut rentrer dans une granularité d'informations pour se positionner avant d'acheter et ça, vous pouvez pas le faire sur du côté. Mmh. Vous allez pas demander à LVMH de vous envoyer des contrats avec ses principaux clients. OK. Donc cette maîtrise de l'information permet d'acheter finalement au bon prix. Ensuite, il y a une maîtrise du timing. Mmh. Le, mmh, une équipe de gérants d'un fonds de private equity va lever de l'argent auprès d'investisseurs, mais va avoir 5 ans pour le déployer. Ça D'accord. veut dire qu'ils vont avoir 5 ans pour acheter des entreprises. L'objectif, c'est de conserver chacune des entreprises 5 ans OK. et donc de les revendre. Donc ils vont avoir 5 ans pour investir. Ce qu'ils vont acheter en année 1, ils vont le revendre en année 6 à peu près. Ce qu'ils vont acheter en année 5, ils vont le revendre en année 10. D'où le fait qu'un fonds de private equity dure environ 10 ans. Le, fait d'avoir 5 ans pour investir, ça permet d'acheter souvent au bon moment par rapport à une crise, par rapport à un événement, Mmh. financier, économique et cetera et de la même manière, 5 ans pour désinvestir, ça permet de revendre au bon moment, OK. sans être pressé par le temps, sans être pressé par un cours de bourse qui doit, s'ajuster Mmh. et ce temps long est en fait très, rémunérateur et très, et en fait, très proche, enfin rapproche l'investisseur, de l'économie réelle. C'est ça, c'est ce temps long, il est essentiel, en fait, dans le développement, de la valeur. Par rapport au marché où tu vas avoir, aujourd'hui, les études, c'est à peu près 95 des transactions qui n'ont, d'autre intérêt que d'être des transactions, financières. Mmh mh. Dans le private equity, tu vas vraiment avoir le temps de développer, l'entreprise et de pas avoir cette cyclicité que tu as sur les marchés financiers. Ça se comporte comment un fonds de private equity, de grosses buy-out, quand, tu as des, grosses perturbations sur les marchés comme pendant, la crise, de 2000, la bulle internet, le covid, ce genre d'événements? Est-ce que les fonds de private equity, ils sont, très impactés et donnent des performances négatives, dans le gros buy-out, et notamment ce 25 des meilleures entreprises, des Bah, meilleurs fonds? alors, de manière générale, Mmh. hem, en private equity, il y a aussi des fonds qui sous-performent. Faut l'avoir en OK. tête et donc il peut y avoir des fonds qui, notamment dans des périodes très compliquées, vont, avoir des vont, on va dire, avoir des performances négatives. OK. Notre but, nous, chez Opal, c'est de faire de la sélection de fonds. Notre vocation première, c'est de faire de la sélection de fonds et d'aller identifier des acteurs qui, par le passé, même en cas de cycle économique, difficile,
ont réussi à surperformer et ont justement, souvent fait partie des meilleurs, 25. OK. Comment réagissent même ces acteurs-là? Souvent, ce que va faire un fonds, c'est va, hem, investir de manière disciplinée sur 5 ans pour s'assurer que si jamais il y a une crise qui arrive au bout de 2 ans, il n'ait pas déjà tout investi. Cette, le côté discipliné de l'investissement fait que s'il a commencé à investir en année 1, en année 2, qu'il y a une crise en année 3, Mmh. heu, ils vont, pour le coup, pouvoir acheter à des prix extrêmement intéressants en année 4 et 5. OK. Et donc, de fait, les crises durant à peu près 2 à 3 ans, quand ils vont revendre en année, 7 à 10, là, ils vont être sortis de la crise. Ils avaient acheté à des prix très bas et finalement, ils ont des multiples intéressants. Et c'est là où on voit les fonds qu'on arrive à identifier, les fonds qu'on sélectionne et qu'on propose, souvent pendant les crises, ils peuvent réaliser des performances, en fait, complètement décorrélées des marchés financiers. OK. Et donc là, on parle de stabilité de l'investissement, de rentabilité de cet investissement qui est plutôt, assez forte. Mmh. C'est le prix à payer pour avoir, ça, c'est la liquidité du coup, sur cette phase d'investissement qui est assez longue? Tout à fait. Il faut l'avoir en tête. Investir en private equity, c'est un investissement illiquide. D'accord. C'est-à-dire que vous allez vous engager à mettre 100 000 €. C'est, qui est l'investissement minimum, vous pouvez mettre plus évidemment. Ces 100 000 €, vous n'allez pas les décaisser tout de suite. Le fonds va vous les appeler au moment où il va acheter des entreprises et OK. donc vous allez avoir un échelonnage sur les 3 à 5 ans qui suivent d'appels de fonds pour faire les investissements. Ensuite, comme je disais, une fois qu'ils ont acheté une entreprise, le but, c'est de la développer, démultiplier la croissance Mmh. pour la revendre dans, entre, on va dire 4 et 6 ans, hem, ensuite. Ce qui veut dire que vous allez vous faire appeler les 100 000 € sur les 1 à 3, pardon, les 1 à 4 ans qui suivent. Suite à ça, vous allez avoir des distributions peut-être à partir de l'année 6, pour retrouver votre capital autour de l'année 6-7. Donc là, vous retrouvez vos 100 000 €. OK. Les années qui suivent sont essentiellement de la plus-value. Et alors, là, est-ce que le fonds, il est tenu à un moment donné de, vendre des entreprises qu'il a en portefeuille? Parce que, ça peut être le bon moment, d'investir quand, quand c'est un temps économique un peu bas, Mmh. mais quand il est, sur le moment où il doit, sortir ses participations, ses entreprises, si on est dans un cycle bas, bah, est-ce qu'il va devoir, vendre un petit peu à la casse, les entreprises, qu'il a? Ou est-ce qu'il peut les garder en portefeuille en attendant que ça aille mieux et les vendre, d'une meilleure manière? Alors c'est justement, comme il a 5 ans pour désinvestir, D'accord? en fait, souvent, ça lui permet d'avoir la flexibilité pour attendre et revendre au bon moment. OK. C'est là où justement, tant vous achetez au bon moment parce que vous pouvez acheter en sortie de crise ou Mmh. en bas de cycle que, vous pouvez revendre au bon moment. OK. En fait, justement, le timing de 10 ans pour tant acheter que revendre, permet de se positionner, à chaque fois, au bon moment ou au mauvais moment. Et d'un point de vue investisseur, ça permet, et notamment investisseur particulier, ça permet de se protéger contre ces biais cognitifs. C'est ça. C'est-à-dire qu'en bourse, vous voyez, la bourse, qui flanche de -10 ou -15, Mmh. biais cognitif, vous allez vendre. Et en fait, c'est souvent une mauvaise décision d'un point de vue investisseur. Là, comme c'est illiquide, vous ne pouvez pas revendre, Mmh. bah, de fait, vous allez psychologiquement, ça peut vous faire mal sur le coup si vous voyez les marchés boursiers qui baissent, mais dans les faits, vous vous protégez contre votre biais cognitif OK. et à la fin, ça permet d'avoir des investissements qui sont plus performants. Et justement, tu parlais de la du séquencement, de l'investissement dans un fonds de private equity où en Mmh. gros, ils vont lever des fonds et après ils vont appeler ces fonds en fonction des investissements qu'ils vont réaliser. On parle de la notion de courbe en J pour, l'investisseur. Est-ce que tu peux la développer? Parce que c'est souvent mal compris, de la part des investisseurs en private equity. Bien sûr. Alors c'est mal compris parce qu'en fait ça inquiète. Pourquoi? Mmh. Parce que la courbe en J, c'est que, sur les, on va dire les premières années, souvent les 1 à 2 premières années, du fonds, la performance va être négative. Donc Et ça fait peur. ça fait peur, c'est pour Mmh. ça. Et ça, faut avoir en tête que tous les fonds de private equity, enfin tous les fonds de growth buyout quasiment, ont une performance négative sur les premières années. OK. Donc, et je veux dire même ceux du premier quartile, même ceux qui finissent OK. à 25 de performance annuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous achetez une entreprise, le but, c'est de faire des investissements dessus. Et donc de fait, vous faites des investissements, ça vous coûte de l'argent. Ça vous coûte de l'argent, donc ça fait baisser la valeur. De la même manière, il faut aussi payer, l'équipe de gestion du fonds et donc il y a des frais liés au fonds, qui arrivent dans les premières années.
En revanche, l'objectif, c'est que les investissements qui sont réalisés bah, soient créateurs de valeur et que finalement, dès la troisième, quatrième et cinquième année, on ait une surperformance très significative qui fasse oublier le bas de la courbe en J. Et donc oui, il faut avoir en tête qu'en investissement en private equity, souvent les 2 premières années du fonds, vous allez avoir une performance négative. Mais de toute façon, comme c'est un investissement illiquide et que vous ne pouvez pas sortir, vous êtes protégé de votre biais cognitif. OK. Très clair. Alors sur la sélection, parce que tu en parles, beaucoup de la qualité de la sélection des fonds, de private equity. Avant qu'on s'intéresse à la façon dont Opal Capital, va opérer, Mmh. tu parles du 1er quartile, mais est-ce que ce premier quartile, il reste stable dans le temps? Ou, est-ce que, bah, les 25 meilleurs, fonds, sur 5 ans, sur une échelle de 10 ans, bah, en fait, ils se renouvellent et on retrouve pas forcément les mêmes fonds? C'est une très bonne question et en effet, si jamais il était stable, bah, le métier de sélectionneur de fonds serait facile. OK, Je ne serais pas là, je pense, parce que no Opal n'existerait pas. d'accord. Une des raisons d'être d'Opal, c'est de faire la sélection des fonds qu'on considère comme les meilleurs pour les années à venir Mmh. et de fait, ça s'arrête pas à sélectionner les 25 des meilleurs fonds. Pourquoi? Bah, c'est que toutes les études montrent que en moyenne, 2 tiers des fonds du premier quartile en sortent pour leur millésime qui suivent. D'accord. Donc en fait, quand vous sélectionnez un fonds d'un premier quartile, vous avez fait un tiers du boulot OK. et on va dire que c'est pas du tout prédictif pour savoir que le fonds va y rester. Donc nous, notre vision chez Opal pour faire la sélection, c'est de regarder, heu, quel est le on va dire les conditions macroéconomiques actuelles, et de détricoter la performance passée des fonds qu'on analyse, comprendre, ce qui est de la création de valeur opérationnelle, par qui elle a été faite au sein du fonds et cetera, pour se rendre compte de sa reproductibilité dans le nouveau contexte macroéconomique qui peut être aujourd'hui. Et OK. donc c'est véritablement ça, hein, c'est, analyser deal par deal la performance qui a été réalisée et voir ce qui est reproductible de ce qui ne l'est pas. Et ce travail-là, en fait, est un travail extrêmement dense. Donc nous, on a une équipe, hein, de sélectionneurs de fonds. On va, hem, utiliser toute l'expertise, de la plateforme Tikehau Mmh. Capital pour le faire et c'est un travail qui, malheureusement, si on est un investisseur, particulier, on ne peut pas réaliser seul parce qu'on OK. n'a pas accès à toutes ces informations et on n'a pas tous les éléments. Alors, justement, en fait, tu vas avoir, pour reprendre sur la partie sélection, tu vas avoir, aussi, le travail de sélection de l'équipe, au sein, d'un fonds, puisque tu vas avoir des «marques» entre guillemets, mais qui vont avoir différentes équipes, Ouais. différentes typologies, d'investissement. Et vous, votre rôle, c'est pas seulement de sélectionner un nom, c'est de sélectionner une équipe qui travaille chez les meilleurs. Bien sûr. En fait, même dans les plus grandes plateformes de private equity mondiales, avec des noms que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui connaissent, OK. bah, il y a des équipes qui vont être meilleures que d'autres. Mmh. Et donc notre, objectif, c'est de pas s'arrêter justement à grand nom de la plateforme, mais d'aller sélectionner les équipes meilleures que les autres au sein de chacun de ces grands fonds. OK, très clair. Alors du coup, écoute, parfait. Justement, si on rentre plus spécifiquement sur l'offre d'Opal Capital, Mmh. en fait, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais comment vous procédez, vraiment pour construire votre offre aujourd'hui? Quelles sont, les gammes de fonds que vous allez avoir et elles adressent, quel type d'investissement? On est parti, comme je disais tout à l'heure, d'une conviction que, le private equity a surperformé sur les 20 dernières années, porté par un macrocycle qui était favorable, que depuis la remontée des taux en 2022, on a changé de macrocycle OK, et donc qu'il faut être particulièrement sélectif dans les fonds de private equity et pas s'arrêter à un fonds qui vous dit: «Regardez les performances que j'ai fait sur les 20 dernières années, bien sûr. investissez chez moi, je vais faire les mêmes sur les 20 prochaines». La probabilité que les mêmes performances soient réalisées est faible. Et donc pour ça, on a, construit une gamme, heu, particulièrement resserrée, on va dire, avec une offre assez limitée. On va avoir entre 4 et 6 produits en continu uniquement. OK. Donc on n'est pas du tout, une bibliothèque de fonds. Mmh. Mais en revanche, tous les fonds qu'on va proposer sont passés au niveau de notre filtre de sélection. Pour vous donner des chiffres d'ailleurs, on a regardé plus de 2 500 fonds partout dans le monde. OK. On en a sélectionné 31, OK, donc 1%, 1%. OK, Donc vous voyez la maille est fine, OK, et ces 1 ils sont on les passe, devant notre comité stratégique qui est composé du top management, de Tikehau Capital OK. et ce qu'on va leur demander, c'est: «Est-ce que vous acceptez d'investir les fonds propres de Tikehau?»
Et s'ils acceptent d'investir en investissant les fonds propres de Tikeo que, on assure l'alignement d'intérêts avec les investisseurs particuliers et c'est pour dire que tous les fonds qu'on propose sur notre plateforme, on y croit véritablement parce qu'on investit dedans aux côtés des investisseurs particuliers OK. et cet alignement d'intérêts qui est, la source de la création de valeur du private equity dont je parlais tout à l'heure, pour les fonds et les gérants d'entreprises en participation qui investissent dedans, bah, on le reproduit nous-mêmes au niveau d'Opale en investissant dedans. Ce qui fait que l'investisseur qui investit dans un fonds Opale, il a les intérêts alignés avec nous, avec le gérant du fonds et avec le manager de l'entreprise en participation et cet alignement d'intérêts global est générateur de création de valeur, financière. OK. Alors justement, dans votre offre, il y a un fonds de secondaire. Est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est que le secondaire et pourquoi est-ce que, il y aurait, un momentum, actuellement sur cette typologie d'investissement? Ouais. Le secondaire, c'est une stratégie d'investissement un petit peu différente de celle dont je parlais, précédemment. Pourquoi? C'est que précédemment, je parlais de fonds primaires. Un fonds primaire, comme je disais, il a 5 ans pour investir, 5 ans pour désinvestir et donc on est OK, sur une durée de 10 ans. Vous êtes un investisseur la plupart des fonds, primaires, leurs investisseurs, ce sont des fonds de pension, des investisseurs institutionnels. OK, Vous êtes un investisseur institutionnel, vous avez besoin de sortir pour des raisons souvent, réglementaires ou des changements de politique. Vous avez besoin de sortir au bout de 7 ans au lieu de 10 ans, OK. OK? On a dit que le fonds était Qu'est-ce qui pourrait expliquer que tu aies besoin de sortir au bout de 7 ans plutôt que de 10 ans? par exemple, donc un fonds de pension D'accord. américain, par Ouais, exemple, a son portefeuille, avec un mix entre des actifs liquides et des actifs illiquides. OK, Les actifs liquides, vous allez avoir globalement actions, obligations, d'accord. actifs illiquides, bah, notamment du private equity Mmh. et le, ratio, liquide versus illiquide est un ratio qui est réglementaire. OK. C'est-à-dire qu'il y a un maximum d'actifs illiquides qu'ils peuvent avoir dans leur portefeuille. Ce qui Donc se passe typiquement, si les marchés baissent, le ratio se déséquilibre et ils sont obligés de sortir une partie de la poche, illiquide? exactement et c'est un ratio qui fonctionnait tant que actions et obligations réagissaient pas de la même manière sur les marchés. Ouais, Mais en 2022, actions et obligations ont baissé en même temps d'accord. et donc la poche liquide s'est réduite par rapport à la poche illiquide et donc ces investisseurs institutionnels se sont retrouvés obligés de revendre leur, part, dans des fonds de private equity qui sont de fait illiquides OK, pour des ratios réglementaires. Alors que c'était des bons investissements, mais ils étaient obligés de les revendre et donc là, les fonds de secondaire arrivent en rachetant des portefeuilles auprès de ces investisseurs institutionnels, qui vont être du coup déployés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir entre 3 et 7 ans en moyenne. OK. Donc ça veut dire que l'investisseur dans un fonds de secondaire, il va avoir une durée dans son investissement qui va être plus courte que s'il investit dans un fonds primaire? Ça veut dire qu'il va avoir des distributions qui vont être plus rapides D'accord. et ces distributions qui vont être plus rapides, souvent, on va s'en servir pour réduire les appels de fonds OK. et c'est pour ça que dans un fonds de secondaire, vous vous engagez à mettre, toujours, si je reprends ce minimum de 100 000 €. Mmh. En revanche, le montant réellement appelé par le fonds va souvent être, compris, entre 50 et 60. Et du coup, vu que les fonds, ils ont déjà été déployés pendant, 3 ans, Mmh 4 mh. ans, 5 ans, dans les investissements que réalisent ces fonds de private equity spécialisés dans le secondaire, ils ont déjà, au niveau de l'analyse, une meilleure connaissance du comportement, des différentes entreprises qui sont, au sein de ces fonds? Complètement. En fait, comme vous achetez un fonds qui est, par exemple, en année 7, OK, vous savez à l'intérieur ce qui a été acheté, comment les entreprises ont performé ou pas d'accord. et si jamais il y en a qui ont mal performé, bah, vous pouvez acheter, avec un prix significativement plus bas et en fait, le secondaire, si je fais une analogie, ça revient à parier sur une course hippique Mmh. quand la course est déjà lancée. OK. Ça veut dire que vous savez, de manière générale, que enfin, si vous voyez des chevaux qui sont en retard, bah, vous allez Miser pas dessus? parier sur eux, OK. et ça vous assure d'être dans un peloton de tête, assez intéressant. Tu vas avoir ton tiercé gagnant, un Exactement, peu plus sûrement que, quand tu investis dans un fonds primaire où tu es au tout démarrage, quoi. exactement. OK, Heu, Ça, c'est le premier point, la visibilité. Le deuxième e intérêt, c'est la diversification. d'accord.
un fonds de secondaire va racheter auprès de différents investisseurs des parts dans plusieurs fonds de private equity. Chacun de ces fonds va être investi dans une vingtaine d'entreprises. Si vous êtes investisseur, enfin, si le fonds de secondaire achète des parts dans 10 fonds qui ont chacun 20 entreprises, Mmh. vous avez 200 entreprises en participation. OK. Là, dans le produit de secondaire qu'on propose, il y a 8 000 entreprises en sous-jacent. Tu as 8 000 entreprises dans le fonds dans lequel, on peut investir, Ouais. Nous, dans notre fonds, on a 3 gérants sous-jacents, d'accord. Lexington Partners, Goldman Sachs et Alpinvest, qui est la filiale de Carlyle, notamment en secondaire. OK. Au total, dans notre portefeuille, il y a plus de 8 000 entreprises en sous-jacent. Parce qu'eux-mêmes, ces fonds de secondaire, vont acheter des parts dans des fonds de private equity primaires, OK. qui sont déployés comme on l'a expliqué précédemment. Plus de 8 000 entreprises en sous-jacent, ça veut dire une diversification particulièrement forte. S'il y a une faillite dans 3 entreprises, je pense L'imp l'investisseur va même pas le sentir Ouais, passer. l'impact, sera nul, quoi. Exactement. OK. Et donc ensuite, diversification sectorielle. Mmh. Demain, s'il y a un secteur qui se fait disrupter par l'IA, bah, comme vous êtes ultra diversifié sectoriellement, pareil, vous le sentez moins passer. OK. Et diversification géographique. Ce qui explique que le secondaire a, d'un point de vue, stratégie, je parle pas de ces fonds-là, mais même d'un point de vue stratégie, a un couple rendement-risque qui est bien moindre que du private equity primaire. C'est pour ça qu'on en propose beaucoup aux particuliers et OK. ça se réalise dans les chiffres. Grosso modo, en historique, 2 des fonds de private equity secondaires ont perdu de l'argent. Quand quand on parlait du meilleur quartile tout à l'heure, mais il y a aussi Mmh. un moins bon quartile. Oui, oui. Le moins bon quartile sur les fonds de secondaire, il y en a 2 qui ont perdu de l'argent. Sur les fonds de private equity primaire, il y en a 13 qui ont perdu de l'argent. D'accord. Donc de fait, on est moins risqué sur la stratégie. Si on fait le zoom sur les fonds qu'on a sélectionnés, Lexington, Goldman Sachs et Alpinvest, ils ont jamais perdu d'argent D'accord. C'est et plutôt encourageant. plutôt encourageant Mmh. et pourtant ils ont un track record qui est compris entre 25 et 30 ans. Ça veut D'accord. dire qu'ils ont passé la crise de 2008, le pire moment de crise économique, ou de crise financière des 30 dernières années. OK. La performance qu'ils ont fait, plus 7 annuel net pour Goldman Sachs, plus 9 annuel net pour Lexington, Pendant la crise? pendant la crise, pour leur pire millésime. OK. Donc eux n'ont jamais perdu d'argent et même le pire millésime, ils en sont bien sortis Mmh. et on en parlait tout à l'heure de comment ils réagissent, comment ils font des performances comme ça. C'est certes, bah, ils ont pu investir en achetant trop cher juste avant que la crise arrive, en 2006-2007. En revanche, 2008-2009, comme ils ont au total 5 ans pour investir, ils peuvent continuer à investir. Mmh mh. Là, ils vont acheter avec des prix tellement intéressants qu'en 2008-2009, que quand ils vont ressortir sur les 5 années qui suivent, ils vont faire des plus-values qui sont particulièrement intéressantes et au final, à plus 7 ou plus 9 annuels net pour leur pire millésime, je pense que beaucoup d'investisseurs seraient ravis de le prendre. Donc en couple rendement-risque, grâce à cette diversification, vous maximisez ce couple-là. En termes de rendement, un fonds comme celui-là, il va proposer un TRI cible d'à peu près combien? Un fonds comme celui-là va viser, plus de 14 D'accord. de TRI, cible net, Net de frais? net de frais. OK. Donc on n'est pas évidemment sur des fonds de private equity primaires qui peuvent viser, 20 voire plus de performance annuelle. En revanche, 14 avec, en regard, la diversification du produit, 8 000 entreprises en sous-jacent, multisectorielles, partout dans le monde et un historique de performance de 25 à 30 ans. Et en fait, ce couple rendement-risque fait que pour des investisseurs particuliers qui veulent rentrer dans Mmh. la stratégie du, du private equity, c'est C'est une très c'est une bonne porte sup d'entrée. exactement, c'est une super porte d'entrée. Alors la diversification, ça c'est génial pour se protéger, du risque, mais il y a quand même un aspect, négatif à ça. C'est là, tu parles de 8 000 entreprises dans lesquelles, vont investir, ces fonds de secondaire. Mmh. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que justement, il va y avoir une analyse fine, des entreprises qui sont, quand même achetées par ces fonds-là et qu'on va pas se retrouver avec, des, entreprises dont certains fonds ont voulu se débarrasser, parce elles étaient pas performantes, quoi? C'est la bonne question sur le secondaire et c'est la raison pour laquelle on a sélectionné ces acteurs-là et pas d'autres. OK. Des fonds de secondaire, il y en a de plus en plus. Nous, les acteurs qu'on a sélectionnés, donc Lexington Partners, Goldman Sachs et Alpinvest, sont des plateformes de secondaire qui ont, en interne des bases de données extrêmement denses. Quand je dis denses, c'est, pour Lexington et Goldman Sachs, ils ont plus de 50 000 entreprises non cotées sur lesquelles ils vont suivre tous les KPI, économiques, tous les KPI OK. financiers en continu et les valoriser en continu. Grosso modo, ils ont un Bloomberg interne d'entreprises non cotées. D'accord. On va dire, c'est des dizaines d'années
de construction, de, récupération de toutes les données qui existent, de toutes les équipes, d'investissement de Goldman Sachs ou de Lexington, pour construire ces bases de données-là. OK. Et ça leur permet quoi? Ça leur permet, quand ils vont acheter un portefeuille, de fonds de private equity, de valoriser ligne à ligne, donc entreprise par entreprise, les portefeuilles qu'ils achètent. Et ça, en fait, très peu de secondaires. Si s'il y a, s'il y a 6 ou 7 fonds de secondaires dans le monde qui sont capables de le faire, bah, il y en a 3 qui sont dans notre portefeuille. Et du coup, ça va permettre d'analyser, rapidement et de pouvoir se positionner aussi rapidement pour offrir cette liquidité à des gens qui la recherchent. Donc j'imagine que tu vas quand même aussi avoir de la décote dans les acquisitions qui sont faites, grâce à cette, réactivité, quoi? Tout à fait. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un point très important, tu as raison. Un fonds de secondaire, comme il apporte de la liquidité à un investisseur institutionnel, Mmh. l'investisseur institutionnel est prêt à payer, enfin, à accepter une décote par rapport à la valeur de son portefeuille. OK, Vous voyez? Pour accepter de sortir au bout de 7 ans au lieu de 10, en fait, il va le vendre, avec, un discount, auprès du fonds de secondaire. OK. Ça, c'est en moyenne dans le marché. Ensuite, les acteurs, dont on qu'on a sélectionnés, ils vont s'assurer que, ce prix décoté soit, reflète exactement la valeur du portefeuille via la valeur micro, enfin via la OK. valeur, d'entreprise par entreprise. Mmh. Et au-delà de ça, ils sont même capables d'être proactifs. C'est-à-dire que comme ils ont la valorisation des entreprises détenues, enfin des 50 000 entreprises dont je parlais, Mmh. qu'importe si elles sont en vente ou pas, ils se disent: «Tiens, ces entreprises-là, c'est intéressant de les acheter». Qui sont les investisseurs institutionnels qui les détiennent, via quel fonds? Ils vont en proactif dire aux fonds de pension: «Bah, on voit que vous avez, tel fonds de private equity avec telle participation, nous, on est prêt à vous les racheter à tel prix», OK. de manière proactive. Et ça fait que vous avez pas d'enchères qui sont mises en place et souvent, vous achetez au meilleur prix. OK, très clair. Donc le secondaire, on voit que c'est une stratégie qui est hyper intéressante. Il y a aussi quelque chose que vous faites chez Opal Capital, c'est que, vous faites pas que réunir des fonds au sein d'un fonds, vous allez aussi parfois faire ce qu'on appelle des feeders Mmh. pour aller dans un fonds directement. Et il y en a un qui me paraît être, particulièrement pertinent dans le contexte actuel. C'est un fonds qui permet d'investir dans l'aérospatiale et la défense. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il fonctionne? Parce qu'il a un fonctionnement qui est, assez exceptionnel, à mon avis. Tout à fait. Alors, on est sur une stratégie, ici de growth buyout dont je parlais tout à l'heure, D'accord. avec, comme je disais, notre conviction, c'est d'aller sur des acteurs spécialisés. Donc là, on est sur un fonds qui, en l'occurrence, est le fonds Tikeo Aero Partners 2, qui est, spécialisé dans l'aéronautique, dans l'aviation commerciale, pardon, et la défense, avec une équipe d'investissement qui sont, des anciens, hem, d'Airbus, des anciens, des anciens opérationnels, du secteur de la défense et de l'aéronautique. OK. Pourquoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une stratégie de growth buyout où la performance vient du sourcing et de la création de valeur opérationnelle. Et donc, c'est parce que vous avez des anciens de ces secteurs-là que vous êtes d'autant plus fort pour faire la création de valeur opérationnelle. C'est un fonds dont le premier millésime a été lancé en 2020. Personne ne pensait ce qui allait se passer d'un point de vue macroéconomique aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, évidemment, on sait que la macro-tendance est malheureusement, financièrement intéressante. Mais en revanche, en 2020, elle ne l'était pas du tout autant. Donc c'est un fonds qui a été lancé en 2020. D'accord. En 2020, la macro-tendance était moins, identifiée qu'aujourd'hui. Il Mmh. y avait certes un intérêt sur l'aviation commerciale. Aujourd'hui, malheureusement, la géopolitique fait que sur la défense, il y a un momentum qui est particulièrement, important, avec des, grands donneurs d'ordre, Safran, Airbus, Dassault Aviation, qui, ont des carnets de commandes remplis sur les 20 prochaines années Mmh. et dont la difficulté, c'est plus de remplir des carnets de commandes, c'est de s'assurer de pouvoir répondre à ces commandes. Et pour ça, ces grands donneurs d'ordre, se sont rendus compte qu'ils ont un même besoin, c'est de consolider leur chaîne d'approvisionnement, donc consolider les acteurs qui vont leur fournir les pièces pour pouvoir monter les avions, à commercialiser. Ils se sont rassemblés, ces acteurs, avec Tikeo pour créer un fonds d'investissement. C'est le fonds, en question. Heu, Ça veut dire que quand je dis rassembler pour être même plus précis, ça veut dire que du coup qu'ils investissent et c'est les premiers investisseurs dans le fonds d'investissement Tikeo Aero Partners 2. C'est ça sa particularité et c'est ce qui fait de ce fonds un fonds assez unique, sur le marché. C'est que tu parlais des compétences de l'équipe
de gestion de ce fonds qui sont en effet très fortes. Mmh. Mais en plus de ça, tu vas avoir Safran, Dassault Aviation, Thales et Airbus qui investissent massivement au sein de ce fonds. Exactement. Heu, avec Tikeo qui le gère Ouais. et ça la Qui perm lui-même investit Tikeo investit plus de aussi 100 millions d'euros dans dans le ce fonds fonds. aussi, tout à fait. C'est un véhicule qui va lever au total 800 millions d'euros. Il y a plus de 500 millions qui a été levé pour l'instant, notamment via ces acteurs-là. Ce qui permet de donner des orientations stratégiques et de s'assurer finalement que le fonds va investir, dans des acteurs qui vont être pertinents dans les prochaines années pour, ces donneurs d'ordre de l'industrie. Mmh. C'est un fonds qui, comme je disais, on est sur le deuxième millésime, donc le premier a été lancé en 2020. On a déjà des premières sorties. D'accord. Hem, c'est assez rare, pour des fonds, aéro et défense, que beaucoup se lancent aujourd'hui. Peu ont déjà des sorties et donc sur lesquelles on peut voir si la stratégie d'investissement est finalement assez robuste. Mmh. Là, on a déjà des sorties et les sorties sont supérieures à 2,5 fois. Ça veut dire que quand, les entreprises ont été achetées, là, elles ont été revendues plus de 2,5 fois le montant auquel elles avaient acheté, donc c'est des très bons, de fait, c'était des très bons investissements. Parce que Désolé. c'est ça, sur la première mouture, de ce fonds, sur les 14 entreprises qui sont en portefeuille, tu en as déjà 3 qui ont connu des exits et le TRI, il est à peu près de 35 sur ce premier fonds. Exactement, sur ces 3 entreprises-là. Voilà, Ensuite, sur un fonds comme ça, on va nous, dans notre feeder, viser un TRI, autour de 18-19 d'accord, net, encore une fois, net de frais, OK, pour, à peu près une vingtaine d'entreprises en participation. Donc OK. on va viser plus de performance que sur le fonds de secondaire et de fait, il y a aussi plus de risques. On est, moins diversifié, mais c'est, on va dire, un produit qui est très intéressant pour des investisseurs qui, bah, croient véritablement dans le regain de souveraineté économique. Clairement, on est sur cette macro tendance très forte, Mmh. et pour des investisseurs qui pensent que, leur investissement peut aussi avoir du sens, par rapport à leurs convictions. Bah, c'est ça, nous, on nous demande souvent, d'avoir un investissement qui a de l'impact. Alors, nécessairement dans le private equity, on va être dans l'économie réelle, mais là, en plus, on est sur un sujet de souveraineté, nationale pour la France parce que, en termes industriels, la France aujourd'hui, maintenant, c'est 10 de son PIB qui est, fait par l'industrie. Il faut savoir que l'aéro et la défense, c'est à peu près 50 de l'industrie en France en termes de valeur de PIB. C'est le premier poste, d'exportation, positif dans la balance commerciale, de la France et donc ce sujet de souveraineté, nationale, bah, il est hyper fort, dans ce secteur-là. Tu parlais d'accès à l'information. Quand tu as ces 4 acteurs, ces 4 entreprises qui sont, parties prenantes dans ton fonds, bah, l'information, elle est, absolue. C'est-à-dire que tu as, les donneurs d'ordre qui peuvent te dire: «Bah, tel sous-traitant, en effet, il faut investir, dedans pour le développer». Ça, c'est ce qui explique aussi la performance, de ce fonds-là? Alors oui et non. OK, Oui, les, les donneurs d'ordre vont donner des orientations stratégiques claires. En d'accord. revanche, il y a une précision qui est importante, c'est que ces donneurs d'ordre ne sont pas au comité d'investissement du fonds OK, pour éviter tout conflit d'intérêts. d'accord, Évidemment, si jamais, une des entreprises pourrait être vendue à Airbus, bah, Airbus n'aurait pas intérêt à l'acheter trop cher bien sûr. et donc il faut éviter tout conflit d'intérêts, donc ils ne sont pas au comité d'investissement du fonds OK, pour s'assurer cela. Mais en revanche, évidemment, ils vont donner des bonnes orientations stratégiques. donc tu vas pouvoir bénéficier de leur expertise. De leur expertise, heu extrêmement précis sur ces secteurs en question. Alors on parle d'un fonds aérodéfense. Qu'est-ce qui explique justement qu'on lie souvent, les 2? En fait, les experts sectoriels considèrent que c'est le même secteur. Pourquoi? Parce qu'on parle pas, des produits finaux. Là, on Mmh. parle de la chaîne d'approvisionnement et en D'accord. fait, faire un boulon pour un Airbus A320 ou pour, un avion Airbus de défense, en fait, c'est le même boulon. Il Mmh. peut y avoir quelques particularités différentes, mais finalement, le fournisseur qui fabrique le boulon, c'est le même. D'accord. Et donc, pour un fonds d'investissement qui va investir dans cette chaîne de valeur, bah, il n'y a pas de raison de considérer un, un secteur enfin, un sous-secteur par rapport à un autre. OK et même ça va, parfois plus loin, que ça parce que tu as certains, avions, d'Airbus qui vont avoir une application, civile Tout à et fait. une application militaire En et plus. globalement, tu vas avoir à peu près 90 de l'avion qui va être identique, quoi. Exactement. Et la performance qu'on peut attendre, sur ce type de fonds, du coup, vu qu'on est sur, du, gross buyout, tu dirais que c'est à peu près combien, le TRI cible, de ce fonds-là? Là, on va viser un TRI supérieur à 16-17 OK, net.
D'accord. Encore une fois, on va viser des performances qui sont supérieures à du secondaire. Mmh. On était à 14, mais en revanche, on est de fait un peu plus risqué parce que, la diversification, là, on est sur une vingtaine d'entreprises en sous-jacent. OK. Donc de fait, hein, dans la façon dont on construit nos portefeuilles, on va chercher à avoir toujours des couples rendement-risque qui sont similaires. Donc le rapport, heu, rendement sur risque va être similaire. Là, on est sur un produit qui est plus risqué et qui va viser plus de Donc on performance. va être un petit peu plus risqué que sur du secondaire. Mais avec tout ce qu'on explique aussi sur le fonctionnement de ce fonds, c'est vrai que les perspectives sont quand même, plutôt bonnes et il y a cette fameuse, méga tendance Qui est très porteuse. qui est très porteuse, sur les 10 prochaines, Exactement. années. OK, très clair. Donc ça, parfait. Merci pour, toutes ces informations sur, vraiment la typologie de clients, du coup, à qui va s'adresser le private equity et le private equity fait par, Opal Capital. Tu dirais que ce serait quoi, la typologie de clients à qui ça s'adresse? Alors ça doit être des investisseurs qui, sont capables d'avoir une poche de leur patrimoine qui est illiquide. D'accord. Comme je disais, on est sur des investissements à 10 ans, Mmh. avec, un ticket minimum qui va être, de 100 000 €. D'accord. Et donc il faut être capable pour un investisseur d'avoir cette poche de patrimoine, non nécessaire pendant les 10 prochaines années. D'accord. Sachant que, moi, ce que je dis souvent aussi, à nos clients, c'est que quand tu veux aller sur les marchés financiers, faut avoir cette, vision long terme. Donc même si on sait qu'on peut récupérer son argent à tout moment sur les marchés financiers, si tu vas sur les marchés financiers en te disant que tu vas faire un coup sur 1 ou 2 ans, ça fonctionne mal. Donc c'est vrai que quand on est sur un investisseur qui a ces capacités financières-là et qui peut se projeter sur le long terme, le private equity va, alors pas forcément remplacer la stratégie, sur les marchés financiers, mais ça sert quand même, très bien en termes de couple rendement-risque, comme on l'a expliqué, quoi. Tout à fait. En fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est la classe d'actifs qui a le plus performé par rapport à Mmh. toutes les autres, en moyenne et d'autant plus sur les meilleurs fonds, mais qui a le plus performé, c'est tout à fait pertinent de l'avoir au sein de son patrimoine. Et OK. d'ailleurs, c'est pour ça que, les family office, américains, les family office, européens même, ont, dans leur patrimoine, dans leur portefeuille, entre 20 et 30 qui est dédié aux non cotés. D'accord. Donc c'est très significatif. En comparaison, chez les Français, leur portefeuille, c'est moins de 1 qui en ont coté. OK. Donc, on voit que la marge est assez significative. D'accord et on parlait de fonds de pension aussi, américains qui vont utiliser la stratégie, du private equity pour, développer, leurs capitaux. Ça, tu sais à peu près la proportion, du private equity dans les fonds de pension, Ça va dépendre de la stratégie des CIO, donc des responsables des investissements de ces fonds de pension et de leur, ratio réglementaire. En fait, OK. dans certains pays, il y a un max, de produits liquides qui peut être mis, par rapport à des produits liquides. Donc c'est difficile de répondre à cette question, mais Mmh. globalement, on est sur des pourcentages qui sont, plutôt de l'ordre de 30 à 40 de produits illiquides OK. dans leur ensemble, plutôt que les 1 qu'on a sur le patrimoine OK. des des ménages français. En revanche, un fonds de pension n'a pas les mêmes besoins quotidiens, Mmh. pour être très pragmatique, Mmh. n'a pas les mêmes besoins quotidiens qu'un ménage français. OK. Mais c'est vrai que là, dans tous les débats actuels où on se rend compte que, voilà, les particuliers doivent aussi, «s'armer» entre guillemets, financièrement, pour préparer leur retraite, avoir cette stratégie-là, dans une perspective long terme, quand on va avoir les moyens, de déployer ce capital, encore une fois, hein, les 100 000 € d'investissement, ils vont être déployés sur une période entre 3 et 5 ans quand on investit dans un fonds, d'Opal Capital. Donc on va pas les mettre en one shot, directement dans le fonds. Tout à fait. Donc l'investisseur s'engage à mettre 100 000 €. Il Mmh. va se faire appeler ces 100 000 € sur, entre 3 et 5 ans. Donc on va dire à peu près, entre 20 et 35 000 par an et avoir des distributions ensuite. Finalement, la période où vous avez pas les 100 000 € où ils sont sortis, c'est entre l'année, on va dire 3 et l'année 7 à peu près. OK. Le reste du temps, vous avez une partie qui vous est rendue. L'autre point, c'est, comme je disais, c'est un investissement qui historiquement a été le plus performant, Mmh. significativement, donc c'est intéressant d'avoir, cette poche qui va surperformer les autres et enfin, le dernier point qui est aussi très important, c'est, je l'en parlais tout à l'heure, 90 des entreprises de plus de 100 millions d'euros aux États-Unis, mais enfin de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires aux États-Unis, j'imagine que les ratios sont à peu près pareils en Europe, sont non cotées. OK. Et donc, n'investir que sur du côté, vous investissez que dans 10 de l'économie. Mmh.
Et donc d'un point de vue diversification du patrimoine, c'est, enfin vous oubliez quand même une part importante de l'économie réelle et donc OK. vous n'avez pas accès, en investissant uniquement sur du côté, à des secteurs et des sous-secteurs qui vont surperformer les autres parce qu'ils n'existent que, en private equity. OK. Et alors, vous avez mis en place aussi pour justement favoriser la diversification, des clients au sein de vos fonds, Mmh mh. bah, ce premier ticket qui est à 100 000 €, Mmh. mais après on va avoir la possibilité en tant que client, quand on a déjà fait ce premier investissement, d'aller investir sur des tickets à partir de 30 000 € seulement. Tout à fait. Le premier investissement dans un de nos fonds, 100 000 €. Tous les autres, vous pouvez investir à partir de 30 000 €, ce qui OK. vous permet de diversifier au maximum, votre patrimoine au sein de produits liquides avec encore une fois, je le répète, hein, mais sur tous les fonds qui sont proposés, heu, on investit nous-mêmes nos fonds propres Mmh. pour assurer l'alignement d'intérêts, donc on croit véritablement dans tous les fonds qu'on a proposés. Il y a une dernière typologie de fonds, dont on n'a pas encore, parlé. C'est, à un moment donné, on a parlé du LBO et du recours à la dette. Mmh. Et cette dette, elle vient pas, de nulle part. Les fonds de LBO, ils utilisent quel type de dette, en règle générale, pour, monter, leurs opérations? Alors un fonds de LBO, quand il va acheter une entreprise, souvent il va mettre, je donne un indicateur qui peut être évolutif, mais imaginons Mmh. qu'il met 50 de capital et OK, 50 de dette. d'accord. Ces 50 de dette, il va faire appel à des fonds de dette privée, Pas une banque. pas une banque. Enfin, il peut faire appel à une banque, mais OK. on voit que les banques, en raison de leur, ratio réglementaire, encore une fois, les normes, notamment, BAL 2, BAL 3, Mmh. heu, leur complexifient l'accès à ces types d'investissements. Ce qui D'accord. fait elles sortent de ce marché et que ceux qui viennent financer les opérations de LBO sont principalement des fonds de dette privée. OK. L'intérêt donc il existe aussi des fonds de dette privée. On propose, cette stratégie, la dette privée, pour nos investisseurs. L'intérêt pour un investisseur, c'est d'aller viser du yield, enfin des coupons ou des distributions, qui peuvent être plus intéressantes que sur des obligations, modulo les liquidités. D'accord. C'est-à-dire que sur notre produit de dette, on va être sur, un produit qui va durer 6 ans. On OK. n'est pas liquide comme une obligation. En revanche, on va viser plus de 9 de performance annuelle. Donc, si un investisseur est prêt à accepter de cette illiquidité, et Mmh. cette fois-ci de 6 ans, D'accord. il peut aller viser plus de performance, puisqu'on va viser 9 que, en allant chercher des obligations. C'est ce qu'on appelle la fameuse prime d'illiquidité d'une certaine manière. Ouais. Mais alors les fonds de dette privée, on entend beaucoup, que les fonds de dette privée, notamment aux États-Unis, se sont énormément développés et sont peut-être moins regardants sur les financements qu'ils vont, accorder. Vous, au sein de votre fonds de dette privée, vous avez fait le choix d'aller sélectionner, des acteurs, européens, enfin des acteurs, qui vont investir, sur des projets en Europe. C'est pour cette raison-là, que vous avez fait ce choix-là? Pas uniquement. Le, Au sein de la dette privée, le fonds, qu'on propose est sur une sous-stratégie qui est le direct lending en anglais ou dette privée senior. Donc en fait, c'est uniquement la tranche la moins risquée de la dette, celle qui est remboursée en premier en cas de faillite de l'entreprise, qui est financée par les fonds. Et D'accord. cette sous-stratégie au sein de la dette privée n'a pas du tout connu les déboires qu'ont pu connaître d'autres stratégies au sein de la OK. dette privée. On se protège d'une certaine manière en allant chercher cette typologie de dette. Ensuite, l'une des raisons pour lesquelles on s'est orienté sur des fonds en sous-jacent européens, ça peut être des gérants, hein, enfin, les gérants qu'on a sélectionnés sont Tikehau Capital, Blackstone et Ares. Mmh. Donc Ares et Blackstone sont américains, Bien sûr. Tikehau est européen. En revanche, les 3 fonds au sein de ces maisons qu'on a sélectionnés sont des fonds, comme tu le disais, européens qui vont, financer, des opérations de LBO en Europe. La principale raison pour cela, c'est pour éviter un effet de change D'accord. qui, sur un produit qui va être distribuant et à court terme, serait, on va dire problématique. Sur un produit à très long terme avec appel de fonds successifs, distribution successive, on peut se permettre de prendre un risque de change. Mmh. Sur un produit, heu, de cette nature, on a préféré éviter. Et donc là, pour le coup, les modalités d'investissement, contrairement au private equity, tu fais Mmh. ton investissement en one shot. Tu vas être appelé de tes fonds, dès la mise en place, de ton appel de fonds. Tout à fait. Donc 100 est appelé à la souscription sur ce fonds D'accord, de direct lending. Ensuite, on a les distributions successives tous les 6 mois, donc d'accord, des distributions de coupons qui vont être comprises entre, 100 est en effet appelé à la souscription. d'accord.
Ensuite, il y a des coupons ou des distributions semestrielles comprises entre 5 et 7 OK. et on va viser in fine 9 de TRI net sur le fonds. Ça veut dire qu'il y a un surplus par rapport au coupon qu'on Mmh. versera au moment de la distribution finale. OK. On arrive au bout de 6 ans. On est sur un produit d'une maturité plus courte que du private equity, primaire classique dont je parlais précédemment. Donc tu vas récupérer une grosse partie de ton capital et du rendement vers la 6e année, globalement? Tout ce qui va dépasser les 5 à 7 de coupons, oui. OK, très clair. Donc l'idée, c'est potentiellement pour, quelqu'un qui va avoir du cash, qui veut, investir immédiatement, d'aller sur, cette stratégie-là et après le cash qu'il peut déployer sur une perspective, plus, moyen long terme, d'aller sur du private equity, quoi. Tout à fait. On voit aussi des investisseurs qui placent, la trésorerie de leur entreprise. D'accord? Hem, voilà, beaucoup d'investisseurs aussi qui vont chercher des revenus complémentaires. OK. Voilà la typologie, grosso modo d'un investisseur qui regarde ce produit-là et c'est pour ça qu'on voit une certaine complémentarité par rapport aux fonds de secondaire ou par rapport aux Mmh. fonds aux fonds, aéro, et défense dont on parlait tout à l'heure OK. et en fait, les fonds secondaires permet d'avoir un portefeuille diversifié en private equity très, cœur de gamme. Le Mmh. fonds aéro va chercher plus de perf sur une macro tendance, sur laquelle on a beaucoup de conviction et là, on est sur un produit qui, génère du revenu, des coupons réguliers, qui peut se faire finalement en parallèle des autres. Il y en OK. a un qui va chercher de l'investissement, d'autres de la distribution. OK, très clair. Bah, écoute, merci beaucoup pour, toutes ces, explications. Je pense que là, les auditeurs, qui auront suivi, cet épisode, le private equity va plus avoir, beaucoup de secrets, pour eux. Donc, merci beaucoup pour toutes, ces explications, Edouard. Avec plaisir, Aldric. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Garder le cap. J'espère qu'il vous a plu et que le private equity n'a plus aucun secret pour vous. Abonnez-vous pour suivre nos prochains épisodes. Dans le prochain Garder le cap, nous accueillerons Abdelkader Genawi, qui est responsable fund management au sein d'Arkea Rhin, qui gère notamment les SCPI Transition Europe et Momenttime.